Mesdames, Messieurs, nous allons ouvrir la séance du Conseil municipal du mercredi 20 janvier 2021. Nous allons passer à l'appel nominal. Je vous remercie. Nous allons passer à la nomination d'un secrétaire de séance en la personne de Madame Eftekari Rabia. Pose pas de difficulté. Alors, nous allons approuver le procès-verbal de la séance du 2 décembre 2020. Y a-t-il des observations? Oui. Oui, chers collègues, bonsoir. Sur l'approbation du PV, notre collègue Daniel Sartou interviendra, mais nous ne voulions pas démarrer cette séance de notre conseil municipal sans saluer le directeur général des services, Olivier Barotte, qui va donc quitter notre commune vers d'autres lieux. Et nous voulions très solennellement, très chaleureusement, très amicalement, le remercier pour tout le travail qu'il a effectué au service de la collectivité toutes ces années, quelles que soient d'ailleurs les équipes, puisqu'il a été dans notre commune du coup pendant 19 ans, 8 ans comme DGA, 9 ans comme DGS. Et donc nous voulions, Monsieur Barotte, saluer votre travail. Vous l'avez effectué avec un grand professionnalisme. Vous l'avez toujours fait en toute loyauté, quelles que soient encore une fois les équipes. Et donc je pense que les Nocéennes et les Nocéens ont eu de la chance de vous avoir à la tête de l'administration communale. Voilà. Pour en revenir, alors évidemment, à la fin du conseil, il était prévu de dire quelques mots pour Monsieur Barotte. Pour en revenir, si vous le voulez bien, sur le point qui est indiqué, je vous demanderai à toutes et tous de rester sur les points qui sont inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'approbation du procès-verbal de la séance du 2 décembre 2020. Merci de ne pas faire de digression. Oui, quelques observations donc, après à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 2 décembre de 2020. Donc, les observations sont les suivantes. Il apparaît une confusion concernant le point 19, car à la suite des débats, notre groupe n'a pas pris part au vote concernant cette délibération, et donc il s'agit donc d'un refus de vote et non pas d'une abstention. Si vous pouviez noter, corriger ce point. D'autre part, et plus important, l'intégralité de nos interventions et de notre argumentation n'est pas reproduite dans le compte-rendu, ou alors c'est simplement réduit à une simple expression. Enfin, nous constatons que la rédaction de votre réponse à la question orale que j'avais posée a été bien lissée à l'écrit, mais ne reflète pas le ton bien plus outrancier que vous aviez employé, ce que nous continuons à regretter. Pour toutes ces raisons, notre groupe ne peut approuver tel quel ce procès-verbal. Il s'agit bien sûr de ne pas incriminer l'administration qui a suivi vos recommandations. C'est noté, Monsieur Sartou. Simplement pour répondre aux différents éléments, le refus de vote, l'absence de prise de part, le refus de prendre part au vote
selon le règlement, équivaut à une abstention. Et donc, c'est indiqué comme tel dans le PV. Et s'agissant des échanges qui sont tenus, dans le compte-rendu, il n'y en a que la synthèse, évidemment. Sinon, ce ne sont pas 15 pages, mais 150 pages qu'il faudrait rédiger. Merci au service. J'ai noté les différents points. Donc on a noté 3 questions diverses qui seront posées donc, à la fin du conseil municipal. Donc Monsieur Haudebert sur le comité exceptionnel de soutien aux associations. Madame Poirier au sujet du fonctionnement du centre équestre. Une question de Monsieur Oliveira sur les initiatives qui sont prises et notamment carte végétalisable, galette des rois et petit déjeuner et autres. Et une question de Monsieur Lepont au sujet du recours contre l'élection municipale. Et nous en aurons terminé avec les questions diverses. Donc, est-ce qu'il y a des observations autres sur le PV Sur le PV, oui, le PV, on a oublié de le voter. Simplement, vous vous êtes abstenu, monsieur Sartou. Est-ce qu'il en est de même pour l'ensemble du groupe? Vous votez contre? Alors, je mets aux voix. Y a-t-il abstention? Juste une précision, comme ça sera plus simple, puisque c'est comme ça depuis le début, donc on va vous le repréciser. Lorsqu'il y a une explication de vote, elle vaut pour l'ensemble. Non, monsieur Trigance, ça ne se passe pas de cette manière-là. Dans non. toute assemblée démocratique. Monsieur Trigance, on ne va pas commencer l'année de cette manière-là. Il y a une mise aux voix. Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contraires? Y a-t-il des abstentions? Donc je vous remercie pour l'adoption. Et sur le PV, enfin sur l'ordre du jour du conseil municipal, y a-t-il des observations autres sur les éléments qui ont été précisés? Non. Nous commençons ce conseil municipal et je tenais avant toute chose, donc dans le point des informations, à souhaiter évidemment la bonne année à toutes et tous, vous qui êtes présents ici et tous les Nocéens qui participent en distanciel à cette séance du conseil municipal en espérant que cette année soit pleine de sérénité et de paix pour l'ensemble des Nocéens. Alors, le premier point, il s'agit d'informations générales. Plusieurs points. Le premier sur la Covid-19 et la campagne de vaccination qui est menée actuellement. C'est un point qui est très important. Nous avons obtenu l'ouverture d'un centre de vaccination à Neuilly-sur-Marne. Cela n'a pas été facile, nous avons bataillé et nous avons obtenu, grâce aux services, à la mobilisation des services, des professionnels de santé du territoire et des élus qui ont été fortement impliqués sur le sujet, nous avons permis l'organisation de ce centre de vaccination qui a ouvert donc, depuis lundi à Marcel Pagnol et aux horaires donc, de 9h à midi et de 14h à 18h du lundi au samedi. Donc c'est une très bonne chose pour notre ville et pour les habitants de notre ville, mais pas seulement pour notre ville, parce qu'en réalité, dans beaucoup de villes qui sont situées aux alentours, il n'y a pas de centre de vaccination. Et donc, on a beaucoup de personnes d'autres communes aussi qui souhaitent se faire vacciner. La santé étant évidemment un problème, un sujet qui concerne tout le monde et la Covid-19 concernant toute la population, évidemment, tous les habitants ont la possibilité de venir s'y faire vacciner, sous réserve de remplir les conditions qui ont été posées par l'ARS et par le gouvernement. Donc, a priori, pour le moment, il ne s'agit que des personnes âgées de 75 ans et plus, les professionnels de santé médico-sociale de 50 ans et plus et ou présentant des comorbidités et les personnes qui ont une ordonnance en ce sens et qui sont éligibles. La prise de rendez-vous est assurée à l'hôtel de ville via le numéro qui est dédié, donc le 01 43 08 78 88. Et je remercie infiniment l'ensemble des agents, que ce soit ceux du CCAS, de la ville et les professionnels de la communauté professionnelle territoriale de santé des communes de Neuilly-sur-Marne et de Neuilly-Plaisance, la CPTS Marne-Plaisance,
ainsi que les élus qui ont été mobilisés, les bénévoles, parce que c'est un travail très intense et dont on a grandement besoin actuellement. Le deuxième point, il s'agit du lancement d'un audit financier. La ville de Neuilly-sur-Marne engage un audit financier de ses budgets et l'étude porte sur une période de 5 ans avant l'année du début de mandat et elle prend en compte les satellites suivants, donc les budgets annexes, et notamment celui du centre équestre, les établissements publics qui sont rattachés, les associations municipales et notamment insertion défis économiques. Il y aura aussi une prospective financière qui sera menée sur la durée du mandat 2020-2026 en raisonnant en capacité d'investissement. Voilà, et les résultats seront attendus courant du premier semestre 2021. Le troisième point d'information, la mise en place d'un dispositif de logement d'urgence. Comme vous le savez, à ce jour, le logement d'urgence est géré et mis en place par le représentant de l'État dans le département et cette compétence est complétée par des obligations qui incombent à la commune au titre de différentes dispositions du Code de la construction et de l'habitation. Cependant, on est tous très vigilants sur ce point-là et surtout en cette période où la précarité se fait malheureusement grandissante. Au regard des nécessités sociales, la municipalité a la volonté forte de mettre en place une action plus large qui permet une réflexion avec différents acteurs concernés, notamment les bailleurs sociaux et les associations spécialisées, ainsi qu'en fléchant un logement communal qui sera éventuellement complété par la suite, dédié à l'accueil des personnes nécessitant une mise à l'abri urgente, immédiate. Et dans un premier temps, il y a un logement qui est fléché sur Paul et Camille à cette fin-là. Donc l'accueil se fera sur des périodes courtes, le temps pour les personnes accueillies d'engager les premières démarches sociales et d'être prises en charge par les structures qui se chargent du logement d'urgence plus durable. Et une convention d'hébergement sera établie évidemment avec les bénéficiaires. Et comme je vous l'indiquais, ce dispositif pourra évidemment être étendu à d'autres logements communaux en fonction des disponibilités de la commune. Dernier point d'information, la sécurisation aux abords des écoles. Et là-dessus, j'espère susciter des vocations en l'annonçant plus largement. Nous avons mis en place une étude par les services municipaux autour des abords des écoles et il y a une vraie forte demande de sécurisation des abords des écoles parce qu'il y a des facteurs de dangerosité, notamment au regard de la vitesse excessive de la part de certains automobilistes et d'autres aménagements urbains. Donc, il a été décidé par la municipalité de mettre en place un programme de sécurisation des abords et notamment des piétons avec signalétique spécifique, la création de postes qui sera détaillée à la fin de ce conseil municipal, de surveillants de traversées piétonnes sur la base de contrats à durée déterminée sur une année. Et donc la présence sera requise pendant les jours et heures d'ouverture à adapter évidemment selon les horaires qui seront figés une fois la crise terminée. Mais donc il y a des postes qui sont ouverts. J'espère qu'il y aura des candidatures. Nous en avons déjà reçu beaucoup. N'hésitez pas à continuer à transmettre vos candidatures à ce sujet. Nous avons mis une information à ce sujet dans le magazine municipal. Nous passons au cœur des délibérations du conseil municipal. Donc le point 2 relatif aux vœux du conseil municipal tendant à la programmation de la réalisation du prolongement de la ligne 11 du métro. À ce jour, aucune réalisation n'a été lancée pour le prolongement de la ligne 11 du métro Rosny-Bois-Perrier jusqu'à Noisy-Champs, qui était prévue à l'horizon 2025. Et ce, malgré son inscription en 2011 au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris Express. La réalisation de cette ligne est pourtant impérative pour la ville et nous travaillons dessus et nous avons déjà lancé beaucoup d'initiatives à ce sujet et une alerte aussi au niveau du territoire depuis plusieurs mois en raison du fait qu'aujourd'hui, à Neuilly-sur-Marne, on a une saturation très importante du réseau routier qui entraîne aussi une dégradation du service de ligne de bus. On a également une absence de desserte en transport commun lourd, donc de type
de type métro, et ce qui provoque aussi chez nous une situation d'enclavement de la population et des entreprises. Nous n'avons pas assez de connexion pour la population nocéenne avec le principal bassin d'emploi qui est situé dans le nord du département, et nous avons une absence de desserte en transport efficiente qui offre des conditions d'accessibilité satisfaisantes. Donc aujourd'hui, compte tenu des engagements qui ont été pris par la ville et des programmes que l'on retravaille évidemment, mais qui entraînent nécessairement une arrivée massive de nouveaux habitants aussi, et à ce titre, je souligne que 1380 logements sont déjà en cours de livraison sur la ZAC de Maison-Blanche. Il est impératif pour nous de mobiliser l'ensemble des partenaires. La région Île-de-France avait déjà indiqué son accord de principe pour une participation financière à la réalisation du tronçon, donc de Rosny à Noisy. Et dans ce contexte, il est proposé à l'Assemblée un vœu à l'attention de l'État pour le prolongement de la ligne 11, à savoir les 3 points suivants: la budgétisation et l'inscription des crédits d'études pour la réalisation du prolongement de la ligne 11 entre Rosny et Noisy-Champs dans le cadre du plan de relance, la programmation budgétaire pluriannuelle des travaux de réalisation du prolongement de la ligne 11 entre Rosny et Noisy-Champs, et la consolidation du calendrier de mise en œuvre de cette infrastructure de transport essentielle pour l'Est parisien. Je soumets ce vœu à l'approbation ou éventuelle remarque du conseil municipal. Merci, chers collègues. Le prolongement de la ligne 11 de métro était prévu jusqu'à Champs-sur-Marne avec la desserte de 2 gares, à Neuilly-sur-Marne, l'une à Valcoteau, l'autre à Maison-Blanche. Cela vient d'être rappelé. Elle arrivera à Rosny en 2023 et la région et l'État ont décidé de stopper là et renvoient à 2030, voire 2035, son prolongement. En effet, bien qu'elle soit toujours au décret du Grand Paris Aménagement, l'État et la région se renvoient la balle, aujourd'hui encore, pour financer le prolongement de la ligne 11. L'État et la région doivent donc respecter leurs engagements. Et nous disons bien l'État et la région. Avec les nouvelles habitations du parc de Maison-Blanche, ce tronçon permettrait un raccourci efficace, alternatif au RER A, tout en allégeant la ligne de bus 113 qui est déjà saturée et qui parfois d'ailleurs est à la limite des normes de sécurité. Cette ligne n'aura pas d'impact visuel car elle sera entièrement souterraine et respectera le développement durable avec remplacement de nombreux véhicules automobiles par le métro. Elle permettra d'améliorer considérablement la desserte des quartiers actuellement mal desservis. Vous nous permettrez de remarquer que votre empressement justifié à en appeler à l'État ne doit pas vous exempter d'en appeler également à l'un des principaux acteurs de ce dossier. Je veux parler, bien évidemment, de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité, dont le premier budget, 5,5 milliards d'euros, concerne les transports et dont la présidente, Madame Pécresse, actuellement, doit faire partie de la sollicitation et du vœu de ce soir. Il est en effet paradoxal de la part d'Île-de-France Mobilité, anciennement le STIF, de demander aux communes franciliennes et à leurs administrés, au travers du plan de déplacement urbain, de réduire le trafic automobile sans mettre en œuvre une offre en transport collectif adaptée, ni proposer de véritables solutions de mobilité alternative. Nous regrettons par ailleurs que Île-de-France Mobilité n'ait jamais transmis, le bilan des études socio-économiques, et ce, malgré de très nombreuses demandes des équipes précédentes et d'autres élus, y compris d'ailleurs des élus du territoire. Ce manque de transparence n'a pas permis aux communes concernées, dont la nôtre, de véritablement étudier les études réalisées, c'est le cas de le dire. Néanmoins, à l'analyse des derniers documents dont on dispose, et pour que le débat soit bien clair, nous disposons sur le sujet de 2 éléments. Le premier élément,
Île-de-France Mobilité, donc anciennement le STIF, avait présenté des prévisions de trafic à l'horizon 2027. Or, cet horizon arrive avant la finalisation de l'ensemble des projets urbains en cours sur les territoires, qui, pour rappel, va aboutir à une augmentation de près de 65 000 habitants à l'échelle des villes du territoire concerné, et ce, à un horizon, je le disais tout à l'heure, à peu près de 2030. C'est d'ailleurs en ce sens que les élus du territoire avaient voté à l'unanimité un vœu de réalisation de la ligne 11 prolongée dans le calendrier officiel annoncé. Le deuxième élément, c'est qu'Île-de-France Mobilité indiquait par ailleurs que la réalisation de la ligne apporterait un gain de temps de 6 minutes en moyenne, sans préciser le trajet concerné. Aujourd'hui, eu égard aux problématiques existantes sur le réseau routier, cette estimation, elle est franchement sous-évaluée. En effet, il arrive fréquemment que le réseau bus soit fortement ralenti, engendrant des temps de parcours depuis la gare de Neuilly-Plaisance pour aller au quartier de Valcoto de près de 20 minutes, alors que le temps de trajet entre la station de Châtelet jusqu'à Valcoto est estimé à 30-35 minutes, avec des temps d'attente absolument plus maîtrisés. Il en ressort que Île-de-France Mobilité doit, tout comme l'État, prendre des engagements et donc apparaître dans le vœu de cette ligne 11. D'ailleurs, la pétition qui est sur change.org mentionne l'État et la région, et pas seulement l'État. Et c'est bien normal puisqu'il s'agit d'opérations qui sont cofinancées. Donc l'État n'est pas le seul, et on peut penser d'ailleurs que la deuxième phase sera aussi financée dans un accord État, région, voire Société du Grand Paris et Conseil départemental 93. Ce pourrait être d'ailleurs dans le contrat de plan qui est actuellement en discussion 2021-2027, qui est en cours de négociation. Quant aux rames, elles seront financées par Île-de-France Mobilité, dont la région est majoritaire, vous le savez. Il faut donc saisir l'État, mais aussi la région, pour activer la deuxième phase. 2 remarques pour terminer. Ce dossier de la ligne 11, je l'ai évoqué tout à l'heure, n'est pas un dossier nocéen stricto sensu. C'est au-delà un projet de territoire qui nécessite, comme cela avait été engagé, une mobilisation de tous les élus de notre territoire. La deuxième, elle est plus de forme. Mes chers collègues, si votre intention réelle est de faire adopter ce vœu à l'unanimité, ce que nous souhaitons, parce que les combats, les mobilisations précédentes ont montré que c'était au-delà, on va dire, des couleurs partisanes ou des sensibilités partisanes, alors il faudrait respecter un minimum de règles. D'abord, nous n'avons pas sur table, et on ne nous a pas transmis avant le conseil municipal, un projet de vœux. Parce que là, on a 3 points dans une délibération, mais qui ne constituent pas un vœu en tant que tel. Lorsqu'une délibération elle est présentée, elle est accompagnée du texte en tant que tel. Or là, on ne voit pas où est le vœu. En tout cas, nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir un texte à part de ce projet de délibération, donc on puisse en disposer avant et y réfléchir avant. Et d'ailleurs, si on l'avait trouvé ce soir sur table, ça ne nous posait aucune difficulté. On a l'habitude en séance de regarder et de voir si les choses vont bien. Donc là, il y a aussi un problème de méthode. Et donc, nous demandons à ce qu'il y ait effectivement un texte pour que nous puissions le voter en tant que tel, parce que nous considérons que c'est un sujet extrêmement important, encore une fois, qui va au-delà des clivages, parce que ce sont toutes les Nocéennes, tous les Nocéens et tous les habitants des communes environnantes qui ont besoin de ce moyen de transport. Monsieur Trigance, merci pour ces éléments. Le vœu est indiqué, vous l'avez écrit en toutes lettres dans votre document. Il s'agit, donc je le répète, si vous m'aviez écouté, je l'ai lu et vous l'avez dans votre dossier. Il s'agit donc de proposer, il est proposé à l'Assemblée, d'adresser un vœu à l'État en faveur du prolongement de la ligne 11 du métro en demandant au ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance ainsi qu'au ministre délégué au transport 3 points. La budgétisation et l'inscription des crédits d'études pour la réalisation du prolongement de la ligne 11 entre Rosny et Noisy-Champs dans le cadre du plan de relance. Deuxièmement, la programmation budgétaire pluriannuelle de travaux de réalisation du prolongement de la ligne 11 entre Rosny et Noisy-Champs.
troisièmement, la consolidation du calendrier de mise en œuvre de cette infrastructure de transport essentielle pour l'Est parisien. Le vœu est indiqué tel quel, il sera envoyé tel quel si votre groupe ne s'y oppose pas. En réalité, là, il est inutile de complexifier les choses. La réflexion, elle est évidente, elle est toute faite. Nous avons besoin de la ligne 11. Aujourd'hui, il y a une volonté claire et forte de porter cette ligne 11 du métro au niveau de l'État parce que, comme vous devriez le savoir, la région est favorable à ce projet. Simplement, ce qui pose problème, c'est que l'État, depuis 2011, échappe un peu à ses engagements et ne souhaite pas concrétiser les financements, la budgétisation, l'inscription du plan pluriannuel de réalisation des travaux dans les différents contrats, et par exemple dans le CPER. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est, et d'ailleurs ce sera porté au territoire par moi-même, le contrat pluriannuel qui engage l'État et la région. Dans ce cadre-là, ce que l'on souhaite, c'est évidemment faire inscrire les budgets, les crédits d'études, mais aussi la réalisation de cette ligne 11 pour qu'on ait une assurance d'avoir à moyen terme, parce qu'évidemment c'est un mode de transport lourd et qu'on ne l'aura pas en 2 ans. Celles et ceux qui ont dit précédemment, parce qu'il faut quand même le dire, il était indiqué avec des grands panneaux à l'entrée de Maison-Blanche, en 2025 vous aurez le métro ici. C'était un mensonge. Et en 2015, je m'en souviens très bien, nous étions quelques-uns au conseil municipal, assis juste en face de vous, en dénonçant ce mensonge, parce qu'on savait déjà qu'il n'y avait pas d'action forte à ce niveau-là. Moi, ce que je regrette, c'est que par le passé, notamment en 2018-2019, certains maires de Grand Paris Grand Est avaient fait le déplacement auprès du cabinet du Premier ministre de l'époque pour porter cette volonté de faire inscrire et de faire avancer la ligne 11, ce qui n'a malheureusement pas été le cas du précédent maire de Neuilly-sur-Marne. Et vous pouvez le voir sur les différentes même publications qui avaient été faites à ce moment-là. Il n'y avait pas le maire de Neuilly-sur-Marne qui avait porté de manière forte cette initiative. Aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est vraiment porter ce sujet de manière forte au plus haut niveau de l'État, puisque le blocage vient des financements de l'État et non pas ceux de la région. Vous le savez parfaitement, mais peut-être que ça ne vous arrange pas. Donc, je mets aux voix ce vœu. Monsieur Trigance, non, j'ai répondu à votre question. Je réponds. Non, Monsieur Trigance. Je vais faire une précision sur les modalités de vote. Si vous voulez qu'on vote ce vœu, excusez-nous. Monsieur Trigance, si vous ne voulez pas. Attendez, si vous n'ajoutez pas la dimension. Je termine. Monsieur Trigance, si vous ne voulez pas voter ce. Attendez. Si vous. J'ai pas terminé. Monsieur Trigance. Monsieur Trigance. Si non, le vœu est soumis tel quel au conseil municipal. Ne rajoutez pas dans le vœu l'interpellation de la région et de mobilité, alors que ce sont les 2 principaux cofinanceurs. Et moi, je ne sais pas, sortez-nous une lettre de Madame Pécresse pour nous dire qu'elle vous a promis de le financer. Vous ne l'avez pas. Donc, nous souhaitons interpeller les 2 principaux cofinanceurs et que si vous refusez de jouer, parce que vous connaissez la réalité. Si vous refusez, oui mieux que vous, si vous refusez d'intégrer à ce vœu l'interpellation légitime qui vaut comme pour l'État, eh bien, nous nous abstiendrons. Parce que abstenez-vous sur la ligne 11. Très bien, je mets au voix. Je mets au voix que vous refusez. Non, vous refusez. Non, absolument pas. La région est interpellée. Que vous refusez pour une tactique politicienne à quelques mois des élections régionales. Monsieur Trigance, il n'y a que vous qui pensez, qui êtes obnubilé par les élections. S'il vous plaît, Monsieur Trigance. Non, vous êtes beaucoup plus préoccupé que nous sur ce sujet actuellement. Monsieur Trigance, je mets au voix. Les débats ont eu lieu. Si vous n'intégrez pas la région, ne votez pas. Nous le ferons nous-mêmes et nous ferons. Ne votez pas le vœu et vous vous en expliquerez auprès des nocéens, Monsieur Trigance. Nous allons proposer un vœu contradictoire au vôtre et vous mettrez les 2 au voix. Je mets au voix. Vous mettrez les 2 au voix, nous allons en proposer un autre et, comme en toute démocratie, je mets au voix les 2 vœux aux voix, vous serez majoritaire sur le vote. Monsieur Trigance, je vous renvoie au règlement intérieur du conseil municipal. Votre règlement intérieur, écoutez. Pardon, vous ne voulez pas respecter le règlement intérieur. Très bien, c'est noté. Votre règlement intérieur est un déni de démocratie. Monsieur Trigance, respectez les règles. C'est un déni de démocratie. Monsieur Trigance, respectez les règles. Donc, non, c'est vous. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires contre le vœu? Y a-t-il des voix contraires? Il n'y a pas de voix contraire? Une voix contraire?
Y a-t-il des abstentions? J'ai mis aux voix, Madame Poirier. J'ai mis aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Je répète. Tout le monde le voit. Nous nous abstenons, nous. Y a-t-il des abstentions? Oui, bien sûr. Et nous proposerons 8 abstentions? Madame Mazzucco, vous voulez... Absolument. 8 abstentions. Eh bien, très bien. Vous vous abstenez sur le vœu du conseil municipal et vous vous en expliquerez auprès des nocéens. Et vous expliquerez vous pourquoi faites de la vous ne demandez politique rien politicienne, à monsieur Île-de-France. Trigans. Non, monsieur. C'est La politique affligeant. politicienne, c'est vous qui la faites, Madame Nous Pécresse, c'est vous qui passons la faites venir. au point numéro 3, dépenses D'ailleurs, les d'investissement droits comme vous. avant le vote du budget primitif 2021. Monsieur Lepont. Dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2021. Délibération classique. Dans l'attente de l'adoption du budget primitif 2021 et en application de l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses nouvelles d'investissement dans la limite d'un quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, selon un tableau qui vous a été remis. Il est demandé à l'Assemblée d'en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Trigans. Oui, ce n'est pas une question, c'est une explication de vote. Sur les dépenses d'investissement avant le BP 2021, nous n'avons pas encore eu le débat d'orientation budgétaire, donc nous ne connaissons pas vos orientations politiques. En conséquence de quoi, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Très bien, monsieur Trigans, mais sachez que c'est une délibération usuelle. Naturellement, il s'agit de reporter donc un quart de ce qui était prévu pour permettre de faire tourner la collectivité. Libre à vous de, là aussi, faire obstruction. On met aux voix... Vous n'êtes pas obligé de commenter nos votes. Monsieur Trigans, s'il vous plaît, soyez respectueux. Non, c'est vous. Je mets aux voix, s'il vous plaît. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Oui. Très bien. Je vous remercie. Nous passons au point numéro 4. La désignation des membres du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, Monsieur Jérôme Pilon, donc le CLSPD. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues. Il nous est proposé à travers cette délibération de désigner les élus qui siégeront aux côtés de Monsieur le maire au Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Le CLSPDR est l'instance de réflexion et d'élaboration des stratégies coordonnées de lutte contre la délinquance, au service de laquelle doivent se mobiliser les institutions et organismes publics et privés concernés, dans le respect des prérogatives de chacun. Le CLSPDR constitue en effet le cadre de concertation sur les priorités de tranquillité publique et de prévention de la délinquance dans la commune, et il est obligatoire dans les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants, ou possédant un quartier dit politique de la ville. Il favorise aussi l'échange d'informations entre les différents partenaires, qu'ils soient institutionnels, municipaux ou associatifs, et il permet de définir des objectifs communs et d'assurer la coordination des moyens et des dispositifs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publique. Il permet également de garantir l'animation et le suivi de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, démarche que nous allons initier prochainement. Ce conseil est aussi consulté sur la définition et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance et il encourage les initiatives en matière de prévention et d'aide aux victimes. Le CLSPDR est présidé par Monsieur le maire ou son représentant et il comprend le préfet, le procureur de la République et le président du conseil départemental. S'y ajoutent des représentants des services de l'État désignés par le préfet, de la justice et du conseil départemental, des représentants d'associations œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignées par le président du CLSPDR. Cette instance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an et il peut se réunir de droit à la demande du préfet ou de la majorité de ses membres. Et il a la possibilité également de se rassembler en formation restreinte autant que besoin ou à la demande du préfet.
Cette instance partenariale permet aussi de déterminer les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échange d'informations à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein, et elle est informée au moins une fois par an par le préfet des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune. En somme, ce conseil permettra, tout comme le souhaite la municipalité, de coproduire la sécurité publique de manière concertée et participative dans le respect des responsabilités qui incombent à l'État. Il convient donc aujourd'hui, chers membres du conseil municipal, de désigner les élus qui représenteront le conseil municipal au sein de cette instance. Sont désignés à cette fin les 11 élus suivants, Madame Amozig, Monsieur Lepont, Monsieur Cressin, Madame Diaby, Monsieur De Chauvigny, Madame Eftekari, Madame Calatazane, Monsieur Morera, Monsieur Altet, Madame Marteneau et Monsieur Pilon. Un arrêté municipal viendra prochainement fixer la composition des représentants des autres collèges du CLSPDR, et ce, conformément à l'article D132-8 du Code de la sécurité intérieure. Il appartient à l'Assemblée d'en délibérer. Je vous remercie, Monsieur Pilon. Y a-t-il des observations? Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? 8 abstentions. Très bien. Madame Lacroix, sur le point numéro 5, marché public, groupement de commandes. Merci. Bonsoir. S'agissant des marchés publics, groupement de commandes, l'article, la ville, très exactement, le centre communal d'action sociale et la caisse des écoles ont décidé de former un groupement de commandes pour le renouvellement des marchés suivants. Assurance 2022 à 2026, location, entretien, nettoyage des vêtements de travail et du linge de maison, fourniture et produits d'entretien, médecine professionnelle et préventive à destination des agents de la ville, fourniture de micro-ordinateurs, d'ordinateurs portables, de périphériques et de logiciels réseau et bureautiques. Afin de contractualiser les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement, une convention a été rédigée que vous avez reçue en annexe à la délibération. Il vous est demandé de bien vouloir en approuver les termes et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer. Je vous remercie, Madame Lacroix. Y a-t-il des observations? Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 6, Monsieur Claude Lepont, création d'un budget annexe camping de Neuilly-sur-Marne. Création d'un budget annexe camping de Neuilly-sur-Marne. Comme vous le savez, Neuilly-sur-Marne bénéficie d'un patrimoine d'exception en bord de Marne, notamment constitué d'un camping qui a ouvert à la fin des années 1950. Ce dernier offre un cadre d'accueil privilégié avec le centre équestre et le port de présence. Pour permettre une mise en valeur du camping, la municipalité souhaite clarifier son mode de gestion de l'équipement. Il est donc proposé de créer un budget annexe spécifique de nomenclature comptable M4. Vous êtes invité à délibérer. Je vous remercie. Petite précision, il s'agit d'un modèle d'organisation qui est plus transparent et qui est encouragé par la DDFIP. Et sur le port, on projette des travaux, mais qui seront présentés dans le cadre du budget et des débats d'orientation budgétaire pour un port municipal qui réponde aux normes de sécurité, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Monsieur Haudebert. Bonsoir. Juste sur le camping, à ce jour, et je pense encore maintenant, les ouvertures du camping sont limitées. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. On ne peut pas ouvrir en période hivernale. Ok. Je m'inquiète d'un souci, c'est que ce camping, il avait aussi une vocation sociale. Est-ce que vous allez pérenniser la vocation sociale du camping? Ma deuxième question, elle est... Est-ce que donc le fait de mettre ce système de gestion impose un équilibre de budget, sachant qu'il n'est pas ouvert tout le temps? Donc
c'est plus compliqué à mettre en place, vous en conviendrez. Et puis, est-ce que la finalité, c'est pas de déléguer le service du camping ou de le privatiser? C'est aussi une de mes questions. Merci. J'ai un peu répondu et M. Lepont l'a précisé. Il s'agit de développer le camping municipal et non pas de le privatiser. Je sais que ça fait partie de vos fantasmes depuis la campagne municipale. Mais non, nous ne privatiserons pas ni le camping, ni le centre équestre, puisque c'est ce que vous disiez également. On a les conseils municipaux, les derniers de la dernière mandature, qui le rappellent. Nous sommes pour un camping municipal, un centre équestre municipal, un port municipal, mais qui soit développé. Et nous, ce que l'on souhaite faire, c'est développer une cohérence sur les bords de Marne avec une mise en valeur des atouts et donc un développement qui est encouragé, encore une fois, avec un modèle d'organisation qui serait plus transparent et qui est encouragé par la DDFIP. Nous, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, le camping, il est aussi soumis à des difficultés compte tenu de sa localisation, qui est en bord de Marne, donc en zone inondable pour une partie. Donc, ce que l'on souhaite, c'est évidemment trouver l'équilibre. Donc, il va falloir retravailler le modèle, mettre en avant. Donc, on a prévu, et ça sera présenté dans le cadre des prochains budgets, des investissements sur le camping de manière à le développer. Donc, le développement du camping fait partie de nos priorités, de tout le secteur bord de Marne, et pas seulement le camping, évidemment. Le caractère social. Le caractère social, nous, ce qu'on souhaite, c'est développer de manière générale. Donc, il y a, ce que je disais tout à l'heure, on développe des solutions pour le logement d'urgence aussi, ce qui permet d'appuyer le social à Neuilly-sur-Marne. Donc, on verra de quelle manière le camping se développera. Nous, ce que l'on souhaite, c'est je pense qu'il y a un problème en soi de penser que le social, les personnes qui sont en difficulté, on les met loin des yeux, loin du cœur au camping, fermé et en plein hiver. C'est ce qui se faisait parfois par le passé et moi je trouve ça complètement regrettable. Je pense que les personnes en difficulté méritent quand même 4 murs en dur avec du chauffage et de l'électricité à l'intérieur plutôt qu'une tente au camping. Donc le social, nous le développons et nous continuerons à le faire de cette manière-là. Je mets aux voix ce point sur la création d'un budget annexe. Camping de Neuilly-sur-Marne, y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 7, Madame Amozig, servitude de passage pour permettre l'accès à la parcelle destinée au lycée, au nouveau lycée. Oui, la municipalité est devenue propriétaire d'un terrain appartenant donc qui appartenait auparavant à Villévrard, qui est situé 202 avenue Georges Jaurès, donc effectivement destiné à accueillir un lycée et un équipement sportif. Dans ce cadre, il est nécessaire de prévoir un droit de passage sur une partie appartenant toujours à Villévrard. Cette constitution de servitude sera consentie sans aucune indemnité. Il est ainsi donc demandé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à la réalisation de cette servitude de passage. Merci Madame Amozig. Je précise que la région nous soutient pour en faire un lycée innovant et d'excellence sur le site de Neuilly-sur-Marne. Y a-t-il des observations? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 8, la convention quadripartite pour une campagne d'identification et de stérilisation des chats. Madame Anne Page. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'étais ravie de vous présenter cette initiative qui a été très bien accueillie par les cliniques vétérinaires de notre ville et qui est une opération nouvelle sur Neuilly-sur-Marne. Donc, la municipalité a conclu un accord avec les 3 cliniques vétérinaires pour permettre la stérilisation et l'identification des chats. Donc, il s'agit de la clinique vétérinaire Montveto, située boulevard du Maréchal Foch, la clinique vétérinaire du docteur Pierre Collin, située avenue du Général de Gaulle, et enfin la clinique vétérinaire de Neuilly-Gagny, qui est située, elle, avenue Paul Vaillant-Couturier. Ces 3 cliniques ont donc accepté de pratiquer les prix coûtants pendant cette campagne sur les actes suivants, donc l'identification par la pose d'une puce électronique pour un montant de 40 €, la stérilisation de chats mâles pour un montant de 45 € et la stérilisation des chats femelles pour un montant de 85 €. Cette première campagne est programmée du 21 janvier au 21 février 2021 et est susceptible d'être conduite.
Par cette initiative, la ville de Neuilly-sur-Marne confirme son engagement en faveur de la protection animale et affirme son ambition d'obtenir le label régional Ville amie des animaux. Il est proposé à l'Assemblée d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention quadripartite qui entérine ce partenariat. Merci beaucoup Madame Page et je tiens à remercier l'ensemble des vétérinaires de la commune qui ont participé à cette initiative et qui sera très favorablement, j'imagine, accueillie par la population. Madame Poirier. Oui, bonsoir à tous. Donc nous saluons aussi cette initiative avec une petite idée. Ça serait bien que dans le projet, il y ait des indicateurs de bilan afin que l'on puisse faire en fin de période un bilan de l'opération afin de voir comment elle peut être évoluée et comment elle peut être renouvelée si besoin est. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir laissé la parole, Monsieur le maire. Merci. Y a-t-il d'autres observations? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Madame Lacroix, point numéro 9, sur le transfert de garantie d'emprunt au profit de la société Séquence Solidarité pour la résidence Le Bocage. La SA d'HLM Pardonnez-moi. La SA d'HLM France Habitation a cédé son patrimoine constitué de foyers logements au profit de la SA d'HLM Séquence Solidarité. En 1976, le conseil municipal a accordé sa garantie à France Habitation pour le financement de la résidence pour personnes âgées Le Bocage, située 61 avenue Paul Doumer. Séquence Solidarité sollicite aujourd'hui la confirmation de la garantie communale accordée lors de la souscription du prêt en 1976, et ce pour poursuivre les remboursements. Les conditions financières associées sont précisées en annexe. Il est proposé au conseil municipal de maintenir sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt transféré au profit de la SA d'HLM Séquence Solidarité. Il est demandé aux élus de bien vouloir en délibérer. Merci Madame Lacroix. Y a-t-il des observations? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 10 à l'ordre du jour, la vente d'une cave. Monsieur Younes Slimani. Bonsoir. Comme cela vous a été expliqué dans la note de synthèse, la municipalité accepte de vendre une cave dont elle est propriétaire dans le centre commercial des Fauvettes. Un accord est intervenu avec le professionnel de santé exerçant dans le cabinet médical situé au-dessus de cette cave au prix de 42 000 €. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser la vente de ce bien au prix mentionné et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents administratifs nécessaires. Il appartient au conseil municipal d'en délibérer. Je vous remercie. Y a-t-il des observations? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur De Chauvigny, l'adhésion à la Fédération des élus des entreprises publiques locales, le point numéro 11. Bonsoir à tous. La municipalité souhaite rejoindre la Fédération des élus des entreprises publiques locales. Donc, qu'est-ce que c'est une entreprise publique locale ou EPL? Donc, ce sont des entreprises qui agissent au cœur du développement urbain et ou rural, et qui concilient la satisfaction de l'intérêt général d'une commune et les atouts de l'entreprise. Donc la Séminoc en est un exemple sur la ville de Neuilly-sur-Marne. Et qu'est-ce que cette fédération peut apporter à la municipalité? C'est simple, elle va permettre de créer un réseau avec des EPL existantes et avec des élus administrateurs d'EPL, il y en a 11 000 en France, bénéficier de formations, d'expertise juridique, financière, économique et RH, et accéder plus facilement à des fonds européens ou nationaux, des emplois aidés, et etc. Donc l'adhésion repose sur une cotisation annuelle basée sur la strate démographique de la ville. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir valider cette adhésion et d'autoriser le versement de la cotisation annuelle. Je vous remercie, Monsieur De Chauvigny. Y a-t-il des observations? Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 12 sur la compétence politique de la ville et la mise à disposition de services auprès de Grand Paris Grand Est.
Comme vous le savez, l'établissement public territorial, donc l'EPT Grand Paris Grand Est, exerce certaines compétences depuis le 1er janvier 2016, et notamment la compétence politique de la ville, en lieu et place des communes membres. En raison de la complexité des sujets qui sont traités dans le cadre de la compétence politique de la ville et la forte imbrication avec les actions conduites par les communes Neuilly-sur-Marne et Grand Paris Grand Est, il a été conclu que la ville, une convention qui permettait à ce que la ville conserve tout ou partie des services permettant l'exercice de la compétence et les met à disposition de l'EPT. Afin de fixer les conditions générales de cette mise à disposition, une convention a été conclue entre Neuilly-sur-Marne et l'EPT Grand Paris Grand Est, et cette convention est arrivée à son terme. Au regard de l'importance et des enjeux que représente cette compétence, notamment pour la commune, il est proposé de reconduire la mise à disposition du service et du personnel pour 2 nouvelles années dans des conditions qui sont identiques à celles qui sont présentées donc, dans le document en annexe. Et il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition avec Monsieur le Président de Grand Paris Grand Est. Et donc il s'agit donc d'une convention classique qui permet aux villes de conserver la main sur la politique de la ville, qui est éminemment importante pour nous et pour notre ville. Un comité technique d'ailleurs sera prévu, je le précise, en janvier, et il y aura une information au conseil municipal. Y a-t-il des observations ? Non, aucune. Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contraires ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Donc le point numéro 13, relatif à la possibilité de pourvoir à un poste par voie contractuelle. Comme vous le savez, les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 indiquent que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité, et celui-ci doit mentionner sur quel grade et quel niveau de rémunération il habilite l'autorité à recruter. Les missions du poste d'éducateur spécialisé insertion professionnelle, ici visées, sont principalement les suivantes. Assurer une présence de proximité et un lien de terrain en direction des jeunes en difficulté. Mener des actions éducatives et sociales en faveur du public, notamment jeunes. Faciliter l'accès des usagers aux services publics, aux dispositions de droit commun pour prévenir les phénomènes de marginalisation des publics de tous âges. Réguler les conflits par le dialogue et contribuer à la lutte contre les incivilités, ainsi que favoriser l'accès aux droits des personnes par la mise en relation des usagers avec les services compétents. Aujourd'hui, donc le candidat doit disposer du diplôme d'éducateur spécialisé. C'est un diplôme d'État ou un autre diplôme équivalent, et il doit disposer d'une expérience de 2 à 10 ans et idéalement avoir déjà exercé au sein d'une ou plusieurs collectivités précédemment. Ce poste existe au sein du tableau des effectifs à Neuilly-sur-Marne, mais la spécificité des missions et la rareté du profil recherché doivent être soulignées, et donc il est proposé de préciser que quand ce poste ne peut être pourvu dans les conditions statutaires, il peut l'être par voie contractuelle. La rémunération dans un tel cas se fait en référence à la grille indiciaire des attachés territoriaux selon le cursus de formation. Je précise que le poste tel qu'il est aujourd'hui conçu resterait à l'identique. Il s'agit de rendre plus pérenne la situation de la personne qui occupe déjà ce poste. Y a-t-il des observations ? Je vous remercie, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contraires ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie, et je vous remercie pour cet agent. Le point numéro 14, l'exploitation d'infrastructures publiques de recharge pour véhicules électriques. Monsieur Marius Timofté. Monsieur le maire, chers élus, la métropole du Grand Paris a lancé un appel à l'initiative privée pour financer et gérer le déploiement et l'exploitation des bornes de recharge pour les véhicules électriques sur voirie publique. Le groupement d'entreprises françaises Metropolis, composé de SPI City Networks et Totem et Site, a été retenu. La municipalité, soucieuse de développer des processus vertueux d'amélioration de la qualité de l'air,
souhaite déployer des points de charge publics pour les véhicules électriques des Nocéens. 2 stations sont donc envisagées. 3 bornes pouvant alimenter 6 véhicules sur le parking de l'hôtel de ville. Et encore 4 bornes pour 4 véhicules au niveau du 2 boulevard Aristide Briand. Alors, pour votre information, cette offre est sans coût pour la commune. C'est une offre très encadrée, sécurisée par la métropole du Grand Paris, qui rapporte à la commune des revenus conséquents, un droit d'entrée de 5 000 € par point de charge et un intéressement financier annuel, aux alentours de 50% des résultats nets de la société. Il y a un mobilier urbain qui est éprouvé, esthétique, fiable, ergonomique et qui est très robuste. L'ensemble du déploiement et de l'exploitation est géré à 100% par Métropolis, donc aucun coût pour la commune. Et il y a également une facturation à l'usager qui est équitable au kilowattheure de recharge et non au temps. La recharge électrique, quel qu'elle soit le modèle, coûte environ 6 € pour 100 km parcourus en recharge lente. Donc il est demandé à l'Assemblée d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention à intervenir avec la métropole Grand Paris et le groupement Métropolis pour autoriser l'installation et l'exploitation de ces bornes. Merci Monsieur Timofté. Donc comme vous l'avez rappelé, cette installation va permettre de gagner en gros à la commune 50 000 € au total, en plus d'apporter le service aux Nocéens qui pourront se recharger plus facilement pour les véhicules hybrides ou électriques. Y a-t-il des observations ? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires ? Y a-t-il des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Nous passons au point numéro 15, la mise en place d'une convention d'accueil de bénévoles. Monsieur De Chauvigny. Donc, afin d'encourager les Nocéens à s'impliquer encore plus dans la vie locale en tant que bénévoles, lors de manifestations par exemple organisées par la mairie, il est important de couvrir ces personnes juridiquement. Donc nous souhaitons très simplement mettre en place une convention. Le modèle de convention est en pièce jointe. Il est proposé à l'Assemblée de bien vouloir approuver les termes du projet de convention présenté et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention lorsqu'il sera nécessaire d'accueillir un bénévole au sein des services municipaux. Je vous remercie, monsieur De Chauvigny, et je tiens à remercier l'ensemble des bénévoles qui participent à toutes les actions sur la commune, et ce qui permettra d'avoir un cadre un peu plus sécurisé pour eux ainsi que la commune. Y a-t-il des observations ? Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contraires ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Madame Lacroix, sur le personnel communal, la modification de la liste des logements de fonction. La commune dispose d'un parc de logements de fonction destinés aux agents communaux. Ces logements sont principalement liés à des équipements municipaux. Vous êtes aujourd'hui invité à modifier la liste des logements de fonction en retirant l'appartement rattaché à la crèche La Farandole. Il s'agit d'un appartement de type F4. Il vous appartient d'en délibérer. Je vous remercie. Oui, Madame Poirier. Alors, il est indéniable qu'un logement ne gagne rien à rester inoccupé. Cependant, votre choix peut appeler à diverses réflexions. Déjà, c'est un logement qui se trouve au-dessus d'une crèche et on pourrait s'interroger sur d'éventuelles difficultés d'un voisinage un petit peu... voilà. Ensuite, pourquoi ne pas demander à la crèche si cet espace pourrait lui être utile ? Et puis enfin, pourquoi ne pas laisser ce logement dans le giron de la ville pour loger du personnel communal ? Je crois qu'il y en a parmi eux qui demandent encore des logements. Voilà, c'était juste une réflexion. Merci. Alors pour répondre à votre sollicitation, évidemment, nous avons déjà envisagé le fait
d'étendre la crèche, sauf que c'est pas possible, c'est en hauteur, c'est au premier étage et il n'y a pas non plus de possibilité d'aménager un ascenseur ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, on ne peut pas étendre la crèche en hauteur sur cet équipement-là. Quant à la mise à disposition d'agents communaux, il sera possible de le faire et du coup, on élargit par ce biais justement la possibilité de le faire. Donc ça ne pose aucune difficulté, tout au contraire. Pour la crèche, je ne pensais pas forcément à une extension pour les enfants, mais par exemple, s'il y a du matériel à entreposer, des poussettes, des couches, des C'est au choses comme sous-sol. ça. Alors c'est au sous-sol, mais voilà. Oui, mais je sais que quand on est à des jeunes enfants, souvent il y a il y a beaucoup de choses à entreposer. Voilà, c'était tout. Merci pour votre remarque. Je mets aux voix, y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? 2 abstentions? Non, tout le groupe? Très bien. Très bien. Nous passons au point numéro 17 sur le personnel communal, donc la modification du tableau des effectifs. Et donc, les modifications, donc vous avez en annexe le tableau récapitulatif des modifications du tableau des effectifs et qui prennent en compte notamment pour les emplois du service dynamique local et vie des écoles, différents aménagements et aussi la possibilité de pourvoir aux 14 postes dont j'ai parlé en préambule sur les traversiers, sur les surveillants de traversées piétons. Donc pour les autres postes, il y a simplement des modifications donc avec suppression et création qui correspondent à mobilité interne du titulaire en poste et la modification du grade du poste créé car le poste est pourvu dans le cadre d'une mobilité interne. Y a-t-il des observations sur ce point? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Nous passons au point 18, donc le rapport sur l'application des articles L2122-22 et L2122-23 du CGCT. Vous avez les différents points inscrits. Y a-t-il des... Oui, monsieur Audebert. Oui, moi j'ai une petite question, plusieurs questions concernant le paragraphe 5.5.7.1 concernant la fourniture des véhicules pour la police municipale. Attendez, 5.1, point combien? C'est l'avant-dernière page. 5.5.7.1. 5.5.7.1, oui. Voilà, donc vous avez lancé l'engagement de commande pour des véhicules, pour la police municipale, très bien. Un véhicule, donc j'ai vu que le point 6, c'est la fourniture du matériel qui va dessus. Vous avez une berline à 13 000 euros, un autre véhicule à 16 000 euros, un autre véhicule à 22 000 euros, un autre véhicule à 19 000 euros et un véhicule à 73 250 euros. Et je souhaiterais savoir quel type de véhicule vous avez acheté à ce prix-là. Alors c'est écrit, c'est au pluriel et 73 000 euros, ce sont plusieurs véhicules, si je ne me trompe pas, on va vous donner les informations détaillées. Pour ce type de questions, on vous répond bien évidemment. Si vous pouvez les faire parvenir un peu en amont, ça nous permettra de rechercher les détails. On a le droit qu'à 3 questions. Non, c'est pas une question orale, c'est simplement une demande de précision. Si vous voulez qu'on le fasse, n'hésitez pas à le faire. Madame Courtois regarde et on vous donne la réponse sans difficulté. D'autres observations sur le rapport des applications, de l'application des articles? Non. Si vous ne l'avez pas, on vous répondra lors du prochain conseil. Vous l'avez ? Alors, on va prendre les questions orales si ça ne vous dérange pas et ensuite on reviendra sur ce point-là sans difficulté. Alors, nous avions reçu 3 questions orales. D'ailleurs, la première, Monsieur Audebert, je note que vous avez changé l'orthographe de votre nom ou que Monsieur Trigance ne vous considère pas assez pour savoir orthographier correctement votre nom. Vous savez quoi? Monsieur, alors, je lis là. C'est pas sympa. Je vous dis Monsieur Audebert, je lis votre question. Monsieur le maire, quels sont à ce jour la composition des travaux et le bilan d'activité de la commission que vous avez mise en place depuis plusieurs mois pour consulter les associations et clubs sportifs quant à leurs besoins matériels, humains, financiers, structurels pour traverser cette crise sanitaire qui les frappe lourdement? Combien d'associations et de sections sportives auditionnées? Quelles aides demandées?
quelle réponse apporter. Le comité de soutien exceptionnel aux associations a préparé un questionnaire qui a été envoyé à l'ensemble des associations de la commune. Et celui-ci permet donc aux différents responsables associatifs de faire remonter la nature précise de leurs difficultés et de leurs demandes. À ce sujet-là, nous avons constaté dans ces questionnaires, dans les réponses à ces questionnaires, qu'il y avait des demandes qui malheureusement ne sont absolument pas liées à la crise de la Covid-19, mais qui datent de quelques années et qui malheureusement avaient été ignorées par l'ancien chef de l'exécutif local. À ce jour, nous avons reçu 25 questionnaires renseignés et les demandes sont très diverses puisqu'il y a des demandes de soutien, de financement, des demandes d'attribution de locaux ou de créneaux supplémentaires. Ça peut passer également par la demande d'aide administrative ou en termes de communication. Et il y a également des propositions de nouvelles activités qui sont faites par ces associations. On a, et on continue à recevoir, on en a au total 22 pour les éléments budgétaires. Évidemment, nous compléterons avec d'autres rendez-vous qui viendront par la suite pour compléter ces demandes. Donc, dès que les associations répondent et complètent le formulaire, il y a un traitement de leurs demandes. Je passe à la question de Madame Christelle Poirier. Oui. Merci pour la précision. Il y a 3 véhicules, pour répondre à votre question de tout à l'heure, Monsieur Audebert, 3 véhicules sur le lot numéro 1. Et donc c'est bien ce qui était indiqué, c'était véhicule au pluriel, Monsieur Audebert. Madame Poirier, Monsieur le maire, depuis la fin du mois de décembre, vous avez décidé de modifier le fonctionnement du centre équestre dans sa partie administrative. Dorénavant, les règlements, inscription et récupération de cours se font uniquement au sein de la mairie, au service événementiel et tourisme, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Cette décision soulève plusieurs difficultés et pose un certain nombre de questions. Quelles sont les raisons de cette décision subite ? Que devient le secrétariat du centre équestre, notamment le poste budgétaire ? Y a-t-il eu une concertation préalable des adhérents ? Comment l'information a-t-elle été diffusée aux adhérents ? Les horaires ne sont pas adaptés car ils correspondent aux horaires de bureau. Pourquoi n'y a-t-il pas de créneau proposé le samedi, jour qui correspond le mieux aux contraintes quotidiennes des parents ? Je précise que une interrogation, une question commence par un mot et se termine par un point d'interrogation et non par 6, Madame Poirier. Donc les questions orales sont uniques et pas une série de 15 questions. Si on fait le total de toutes vos questions et de tous vos points d'interrogation, on en a au moins pour 15 questions. On y répond cette fois, mais veillez à formuler vos questions de manière correcte et conforme au règlement intérieur. Et pour répondre à votre subit intérêt pour les chevaux, Madame Poirier, je vais vous répondre très simplement que la décision de relocaliser la régie du centre équestre à l'hôtel de Vitte fait suite à la décision unilatérale du trésorier principal, donc du Trésor public, qui, suite à de nombreuses anomalies qui datent depuis longtemps, nous a demandé de repositionner rapidement la régie et de la sortir de l'équipement. Et donc le repositionnement en mairie a permis de nommer un régisseur suppléant au sein du service afin de pallier aux éventuelles absences de la régisseuse titulaire. Le poste budgétaire, puisqu'il s'agissait de l'une de vos multiples questions, le poste budgétaire est inchangé. La personne accomplit les mêmes missions, mais a juste été déplacée de 500 mètres. Il n'y a donc pas péril en la demeure. Il n'y a donc pas non plus de consultation préalable des adhérents, puisqu'il s'agit de la mise en œuvre très factuelle et simple de la décision du Trésor public qui s'impose. Et les adhérents ont été informés par différents canaux, puisqu'ils ont été informés par courriel, par téléphone, pour certains, parce que tout le monde n'a pas été joint. En tout cas, toutes celles et ceux qui ont demandé l'information l'ont obtenue. L'information a également été diffusée à travers les panneaux d'affichage sur le site et sur différents réseaux du centre équestre. Et afin de résoudre, et c'est un point sur lequel je souhaite insister, afin de résoudre les difficultés de certains adhérents pour le paiement des activités, nous travaillons à la mise en place d'un paiement en ligne
généralisé pour différents services, ce qui permettra à beaucoup d'utilisateurs et d'administrés de Nocéen de bénéficier de nos services offerts par la commune de manière plus simple et depuis chez eux. Je pense que la dématérialisation est un outil qui doit permettre de faire avancer beaucoup de choses. J'ai en face de moi Yves Soronellas qui ne fait qu'approuver évidemment ce point. Plus globalement, j'en profite pour rappeler l'attachement de la municipalité à cet équipement municipal qui le restera et que l'on souhaite développer dans le cadre de la redynamisation et l'aménagement du plateau touristique et sportif. Voilà pour votre réponse. Et Monsieur Oliveira, je lis votre question. Monsieur le maire, depuis plusieurs semaines, M. Bakhtiari multiplie les dépenses en tout genre sur les deniers de la ville. Cartes végétalisables dans les boîtes aux lettres, galettes des rois avec des regroupements qui en termes sanitaires et au moment de la reprise de l'épidémie posent question, comme par exemple le mercredi 6 janvier en mairie avec 70 personnes regroupées, petit déjeuner, chocolat, pot de miel. Nous demandons la transparence sur ces dépenses. Quel en est le montant? Monsieur Oliveira, je note que vous souhaitez remettre en cause les initiatives que nous portons pour les agents de la ville, pour les seniors, pour les plus précaires et pour l'ensemble des Nocéens, surtout dans un cadre où l'on économise par rapport à l'ensemble des dépenses qui étaient effectuées dans ces mêmes cadres précédemment touchant beaucoup moins de personnes, 30 000 €. Pardonnez de vous le dire, je comprends que vous soyez contre le changement, ça tombe bien, vous n'avez pas été chargé de le mettre en œuvre et nous le faisons. Cette année, il n'y a pas de grand rassemblement pour quelques personnes triées sur le volet à l'occasion des vœux. Et nous avons voulu ouvrir les initiatives parce qu'il y a des communes qui ne mettent rien en place en prenant appui sur la crise sanitaire. Au contraire, nous avons profité de ce changement pour mettre en œuvre d'autres initiatives et pour continuer à créer du lien entre les Nocéens. Comme nous l'avons fait par exemple avec les sapins de quartier qui ont été installés et qui ont été très joliment décorés par l'ensemble des Nocéens. Il y en a même un qui s'est fait voler le 26 décembre sur le quartier de l'Épidore. Et donc voilà. Donc en tout cas, je tiens à remercier l'ensemble des Nocéens qui participent à ces événements qui permettent de créer, de développer le lien. Pour les agents de la ville, pardonnez de vous le dire, mais par le passé, il y avait certains événements qui étaient prévus. Tous les agents de la ville ne pouvaient pas y participer. Nous avons profité de cette possibilité qui nous était offerte pour faire différentes actions à l'attention des personnels de la ville et de les remercier. Donc nous, ce que l'on met en œuvre, ce sont des galettes des rois. Pardonnez la dépense somptueuse de quelques galettes achetées auprès des commerçants de la commune, puisque je le précise, tous les commerçants, tous les boulangers-pâtissiers de la commune ont été approchés pour savoir s'ils souhaitaient faire des galettes des rois, et toutes celles et ceux qui voulaient participer ont été approchés, et nous avons commandé quelques galettes chez les commerçants de la ville en soutien. Par la suite, nous avons également mis en œuvre cette mesure. Pardonnez-moi, Monsieur Trigance, le masque, si vous voulez bien le remettre sur le nez et pas en dessous du menton, ce serait appréciable pour vos voisins d'en face. Je vous remercie. Les galettes des rois donc, sont à l'attention de l'ensemble des agents. Je pense que c'est très apprécié. C'est un moment d'échange que nous mettons en œuvre. Et qui est un moment de cohésion qui est important. Alors quand vous parlez de super galettes, pardonnez-moi, il y a du cidre, il y a eu quelques bouteilles de cidre, mais celles que l'on trouve dans le commerce au premier prix. Il y a quelques jus d'orange et des bouteilles d'eau, donc je ne suis pas sûr que ça alourdisse les finances de la ville, et même au contraire, ça permet d'économiser encore une fois 30 000 €. Quant aux initiatives qui sont mises en œuvre à l'attention... Monsieur Trigan, s'il vous plaît. Il y a... Monsieur Trigan, s'il vous plaît. Donc, pour les colis aux anciens,
par le passé, il n'y avait qu'à peu près 350 aînés qui profitaient des différentes activités qui étaient mises en œuvre par la ville. Aujourd'hui, nous en touchons plus de 2500. Je pense que c'est une avancée que l'on peut souligner, encore une fois, en économisant 30 000 €. D'autre part, sur les chocolats qui sont offerts aux personnes les plus précaires, je pense que là aussi, il n'y a pas grand-chose à y redire. Encore une fois, en économisant 30 000 € sur ce qui était fait au global. Quant à vos différentes allégations, je vous recommande chaleureusement de les garder pour vous parce que nous arrivons à faire plus. Nous arrivons à faire plus pour moins cher. Donc je pense que c'est une sorte de bonne gestion que l'on peut souligner au lieu de tout remettre en cause. Voilà pour les réponses à vos questions. J'ai répondu à vos multiples questions, Monsieur Oliveira. Monsieur. Monsieur Oliveira, Monsieur Oliveira, nous avons un règlement intérieur. Je vous demande de le. Monsieur Oliveira, je vous demande de respecter la tribune. Je passe à la question de Monsieur Lepont qui nous a été posée. Donc, Monsieur le maire, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé l'annulation des élections municipales de mars et juin 2020 de Neuilly-sur-Marne. Pouvez-vous nous informer sur les raisons qui ont motivé la décision du tribunal administratif et les conséquences pour la commune ? Comme vous le savez, comme les Nocéens en ont été informés par voie de presse et différentes manières, le jugement qui a été rendu par le tribunal administratif a fait suite au recours déposé par l'opposition. Le juge retient qu'il y aurait annulation du scrutin pour la raison suivante, et c'est très simple, parce que les bulletins de vote du premier tour de M. Trigance étaient nuls. C'est écrit noir sur blanc dans le jugement qui est rendu. Donc, du fait de la nullité du bulletin au premier tour, M. Trigance, c'est ce qui est indiqué dans le jugement, sa liste n'avait rien à faire au second tour. Ce sont les termes du jugement. Et deuxièmement, certains électeurs n'auraient pas voté exactement de la même manière aux deux tours et sont donc accusés d'avoir fraudé ou en tout cas participé à une fraude. Et ce qui est, je pense, insupportable pour ces personnes-là. Pour revenir sur le premier point, il est dommage d'avoir cessé de crier, Monsieur Trigance. Monsieur Trigance, s'il vous plaît. Pour le premier point, non, je ne suis pas, non. Il y a un jugement qui indique, je me permets de vous le rappeler, l'irrégularité de la prise en compte à l'issue du premier tour des bulletins ne mentionnant pas la nationalité portugaise d'un candidat qui aurait dû être tenu pour nul. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît. Et donc, s'il vous plaît, cessez de créer du chahut au sein du conseil municipal. L'Assemblée s'est bien comportée jusqu'à présent, s'il vous plaît. Je vous demande d'arrêter, Monsieur Trigance, arrêtez de crier. Bon, très bien. Et aujourd'hui, le coût de cette procédure, si il devait y avoir une nouvelle élection, coûterait 200 000 € de manière générale aux différents Nocéens. Arrêtez de crier. S'il vous plaît, vous ne respectez absolument pas, vous ne respectez rien, Monsieur Trigance. Madame Poirier, arrêtez de crier, s'il vous plaît. C'est bon. Monsieur Trigance, s'il vous plaît, cessez de crier. De manière générale, je rappelle que cette décision n'est pas définitive puisqu'il y a un appel possible devant le Conseil d'État et évidemment, les voies de recours sont utilisées à cette fin. Je vous remercie pour cette séance du Conseil municipal. Cette manière d'agir, Monsieur Trigance, est inadmissible. Arrêtez, vous êtes dans la caricature, Monsieur Trigance. Nous avons terminé avec cette séance du Conseil municipal. Je vous remercie. Arrêtez de crier.
les avocats, c'est inqualifiable. Votre comportement est inqualifiable pour un avocat et pour un élu de la République. Parce que vous contestez, vous osez contester un recours